Alors, nous allons revenir sur le débat initial des 2 points à l'ordre du jour. Donc, Mme Giguère, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. En droit de réplique à ces messieurs qui ont tous émis des commentaires et des questions à propos du point 30.03. Donc, on a une proposition d'ajout de certains tronçons. Monsieur le chef de l'opposition l'a bien dit. On a besoin, effectivement, que ces tronçons-là figurent à la carte du réseau projeté pour pouvoir dégager des fonds pour faire des études très spécifiques sur les impacts potentiels d'ajouter des pistes cyclables sur ces différentes rues et artères-là. Parce que des impacts, effectivement, il va en avoir. La plupart, en fait, vont être très positifs, y compris sur le commerce de rue, parce que c'est vrai, on a toute une très longue liste d'études de cas, certaines très approfondies, qui ont été faites sur des avant-après, sur l'aménagement de pistes cyclables sur des artères commerciales, y compris à Toronto, très près de nous, où, oui, on peut concéder que l'hiver n'est pas aussi rigoureux, mais il y a quand même une saison fraîche et slotcheuse et désagréable, assez prolongée là-bas. Et sur la rue Yonge, entre autres, où il y a eu l'aménagement d'une piste cyclable protégée, l'augmentation de la fréquentation du chiffre d'affaires des commerces était notable. Donc, on se base sur des études comme celle-là. Il y en a eu d'autres à Calgary, à Salt Lake City, bon, à New York. On n'est pas à Barcelone, ni à Séville, ni même à Copenhague. On est quand même dans des contextes assez comparables. Et à Montréal, en fait, on est dans une des villes nordiques où le vélo 4 saisons est très populaire. Il gagne fortement en popularité chaque année, si bien que dans la philosophie du « construisez-le et ils viendront », on est très, très confiant que la plupart des journées d'hiver, lesquelles sont loin d'être toutes très, très neigeuses ou glacées ou très, très froides, il va tout à fait être possible de circuler sur le réseau 4 saisons. Toutes les infos ne figurent pas non plus au sommaire, bien évidemment, parce qu'on lance des études. On lance aussi des consultations. Le tronçon qu'on vient d'ajouter dans Tétroville sur Souligny en a été une démonstration. Il y a eu consultation pour le réseau Express Vélo spécifiquement, mais en amont, le maire l'a bien rappelé, il y a eu toutes sortes de consultations aussi. Il y a des plans de transport locaux, des plans de mobilité. Et M. de Souza l'a souligné, il y a des besoins, il y a des demandes parfois historiques des territoires, des arrondissements qui vont être comblés et fort bien comblés par l'arrivée du REV. Donc, on ne sait pas encore où il y aura du stationnement de retiré, si on devra en retirer et combien de places, évidemment. Mais on fait ces études-là avec beaucoup de sérieux. Et il faudrait quand même faire attention, je pense. Je reconnais votre travail minutieux de votre côté. Vous êtes attentif, vous vouliez que les choses soient bien faites et c'est tout à votre honneur. Mais en même temps, vous nous dites, et vous ne manquez pas d'occasion de nous rappeler à quel point vous êtes favorable au cyclisme, au vélo à Montréal, que vous reconnaissez que c'est un moyen très, très important d'améliorer la mobilité des Montréalais et des Montréalaises, mais aussi de participer très activement à l'effort collectif qu'on doit faire pour contrer contre les changements climatiques. Et aujourd'hui, justement, l'Office québécois de la langue française a accepté en fait l'existence d'un nouveau mot, c'est un néologisme, c'est le climato-attentisme. Et le climato-attentisme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'attitude d'une personne qui croit en la nécessité d'endiguer les changements climatiques, mais qui, en même temps, est pas prête à prôner l'adoption des mesures qui vont permettre de contrer les changements climatiques. Donc, je pense que c'est un danger de verser dans le climato-attentisme. On n'est pas là-dedans ici. L'administration montréalaise, normalement, est unie et solidaire dans la reconnaissance de l'urgence climatique. Et si l'arrivée d'un réseau express vélo ou d'une toute autre mesure a des impacts, cause des ajustements, crée un peu de congestion en attendant qu'on soit capable de réduire le nombre catastrophique de voitures qui circulent sur le réseau, bien, on va quand même le faire parce que nous, on y croit puis on agit.
Merci beaucoup, Mme Giguère. La parole à Madame la leader de l'opposition. Alors, Madame la Présidente, nous serons climo-attentistes sur le dossier 3003 et dissidents, évidemment. Merci beaucoup, Madame la leader. Alors, Monsieur Miranda, Madame Hainaut et Monsieur Rotran, donc vous inscrivez votre dissidence également, c'est à 30.03. C'est le cas pour les trois, c'est bien ça? Parfait. Donc, ces points sont adoptés avec les dissidences des membres, de quelques membres du Conseil. Les points sont adoptés. Monsieur le leader, chapitre 42. Exactement, Madame la Présidente. Et un seul point au chapitre 42, le 4201, qui est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments. Merci, Monsieur le leader. Le point est adopté. Très bien. Au chapitre 51, Madame la Présidente, je retire l'item 5101. Vous le retirez, c'est ça que Je vous le avez dit? retire définitivement. Parfait. C'est votre choix. Oui. Alors, on poursuit avec le chapitre 20. Oui, absolument. Nous arrivons au Conseil municipal, page 8 de l'ordre du jour tel que construit par le greffe au chapitre 20 du Conseil municipal et je suis appuyé de mon collègue Benoît Doré, je vais réunir les items 2001 à 2005. Et en 2001, on conclut 2 ententes cadres de services professionnels avec CIMA Plus et FNX Innov. En 2002, on exerce la deuxième et dernière option de prolongation du contrat 1635 accordé à Transit Arpenteur Géomètre. En 2003, on exerce l'option de prolongation du contrat 1660 accordé à Transit Arpenteur Géomètre. Et en 2004, on exerce l'option de prolongation du contrat 1661 accordé à Transit Arpenteur Géomètre. En 2005, on approuve un projet d'acte par lequel la Ville vend à 93 83 0990 Québec Inc. unité de copropriété divise commerciale située rue Papineau. Merci, Monsieur le leader. Ces points sont adoptés. Excellent. Alors, nous allons réunir les systèmes 26 à 2010. Et en 26, on approuve un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Ville de l'Assomption pour une période de 10 ans un terrain constitué du lot 2 891 142 du cadastre du Québec. En 2007, on approuve un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal prête à titre gratuit à l'organisme Forum régional de développement social de l'île de Montréal des locaux 420-420B situés au 4e étage de l'immeuble ici au 3680 rue Jeanne-Mance. En 2008, on approuve le projet de contrat de prêt local par lequel la Ville de Montréal prête à l'organisme Culture Montréal les locaux 314, 315, 317 au 3e étage du 3680 rue Jeanne-Mance. En 2009, on approuve un projet de contrat de prolongation du prêt local par lequel la Ville de Montréal prête à l'organisme La Table Ronde du mois de l'Histoire des Noirs le local 412 situé au 3680 rue Jeanne-Mance. Et en 2010, on approuve un contrat de prolongation de prêt local et cette fois on prête à l'organisme Montréal Art interculturel des locaux situés encore au 3680 rue Jeanne-Mance. Merci, Monsieur le leader. Ces points sont adoptés. Madame la Présidente, nous allons réunir 2011 à 2015. En 2011, on accorde un soutien financier de 640 000 incluant 40 000 pour le nouveau projet Hub du Festival dans l'arrondissement de Verdun et un soutien technique de 420 000 au Festival international de jazz pour la 40e édition. En 2012, on accorde un soutien financier de 600 000 et un soutien technique de 525 000 au Festival Juste pour rire pour la 37e édition. En 2013, on approuve l'intervention de la Ville de Montréal à une déclaration de copropriété dont le déclarant est les cours Pointe-Saint-Charles, Inc., relativement à un projet de développement et de mise en valeur des ateliers du CN. En 2014, on autorise la prolongation de l'entente cadre d'approvisionnement conclue avec le groupe Archambault pour la fourniture de CD-ROM, CD-audio, DVD, films documentaires. Et en 2015, on accorde un contrat à ESII Canada pour l'acquisition d'une solution de gestion de files d'attente et de prise de rendez-vous en ligne. Merci, Monsieur le leader. Madame Rossi, à vous la parole. Alors, merci, Madame la Présidente. Je vais intervenir en intervention groupée sur le 2011 et le 2012. Alors, nous le savons bien, Montréal rime avec festival.
Il y en a pour tous les goûts, tous les envies, toutes les couleurs, tous les thèmes et toute l'année. Mais aujourd'hui, nous prenons le temps de souligner l'apport culturel de 2 festivals figurant sur la liste des grands festivals et devenus emblématiques de Montréal, au Québec et partout dans le monde. Je parle bien évidemment du Festival international de jazz et le Festival Juste pour rire. Le Festival international de jazz est l'un des plus grands festivals de jazz de la planète selon le Guinness World Records. Il a été fondé en 1979 et sa première édition a eu lieu en 1980 sur l'île Sainte-Hélène. Depuis 2009, le quartier des spectacles est devenu l'épicentre des festivités. Pour donner quelques chiffres, le Festival international de jazz, c'est 10 jours de musique, 140 formations musicales, 13 salles de spectacle, 713 artistes individuels et 2 millions de spectateurs. De la même manière, le Festival Juste pour rire est le plus grand festival du genre, proposant au monde des spectacles d'humour, des théâtres de rue, des parades, des projections de films, des émissions de télévision et des tournées. Fondés en 1983, ils font rire le monde depuis plus de 35 ans. Le petit diable vert aux cornes rouges a su séduire un public aussi large que divers. En 2019, le festival, c'était 12 jours de festivités, 20 spectacles en extérieur par soir, 12 spectacles sur la scène principale, 6 soirées francophones, 9 galas anglophones et des millions de spectateurs partout dans le monde. Pour les 2 festivals, 2019 a été une année pleine de nouveautés. En effet, c'est la 37e édition du Festival Juste pour rire, mais la 2e édition de la nouvelle équipe qui a pris la reine en 2018. Celle-ci nous vient avec des nouvelles offres, un retour au rire et des plaisirs pour tous les publics. Nous ne pouvons que les féliciter. Nous avons hâte de voir la 38e édition 2020. De son côté, le Festival international de jazz a organisé sa 40e édition et pour l'occasion, le festival a mis en place un nouveau concept, les hubs du festival. Les concerts et les spectacles se déplacent dans les arrondissements. Mieux encore, ils sont créés sur mesure pour les arrondissements et pour les 5 prochaines années, les hubs du festival vont être installés dans un arrondissement dans des arrondissements des villes. Cette année, c'est Verdun qui en a profité de cette nouvelle initiative. Et ici, j'amènerais, pendant mes 4 années comme conseillère associée à la culture, j'ai tellement, puis les employés des services pourraient vous le dire, en culture, j'ai tellement martelé le clou là-dessus. Je pense et je suis convaincue que les festivals doivent s'éclater dans les arrondissements. On doit amener les festivals à s'éclater dans les arrondissements. Comme je le dis toujours, on est là pour démocratiser la culture. Je le répète et je le répète. Vous allez peut-être être tannés de m'entendre, mais je le dis pareil. Et si on arrivait à éclater les festivals pour les faire connaître ailleurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de descendre au quartier des spectacles, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de venir dans le grand quartier des spectacles. Alors, d'arriver à mettre les festivals au service des citoyens dans les arrondissements, c'est louable et c'est une très bonne nouvelle. Alors, nous ne pouvons que saluer cette initiative qui permet d'apporter la culture aux arrondissements. Nous aimerions que davantage de ce concept comme celui-ci voient le jour et les grands festivals et les maisons de la culture des différents arrondissements collaborent ensemble et bonifient l'offre culturelle dans les divers arrondissements de la ville de Montréal. Alors, je vous l'avais bien dit, Montréal rime avec festival, collaborons pour la culture, innovons pour la population. Merci, Madame Rossi. Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous allons réunir les items 2016 à 2020. Et en 2016, on accorde un contrat d'exécution d'œuvre d'art à M. Clément de Gaugelac pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art Bottes de pluie. En 2017, on accorde un contrat de gré à gré à ProQuest Information and Learning pour le renouvellement de la ressource électronique PressReader. En 2018, on autorise une dépense additionnelle de 2 557 000 $ pour prolonger d'un an les contrats accordés à Environnement routier énergie. En 2019, c'est une dépense additionnelle de 899 000 $ pour prolonger les contrats accordés à Transport Camédium. Et en 2020,
On accorde un contrat à Sanexin Services environnementaux pour les services de déneigement des chaussées et des trottoirs. Merci, M. Luder. M. Gay, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Je vais faire une intervention sur le 2018 et le 20.20. Alors, pour 2018, je profite du dossier pour revenir sur la question plus générale de la gestion des lieux d'élimination de la neige. Lors du Conseil du 17 juin dernier, nous avons posé plusieurs questions et celle sur l'exploitation du site Solutia n'a reçu aucune réponse. Le sommaire décisionnel qui nous avait été présenté indiquait que les travaux pour l'aménagement du nouveau site d'élimination de la neige sur le site Solutia débuteraient en 2019 pour finir en 2021. En attendant les travaux du site Solutia, quel site viendra compenser la perte de capacité des chutes à neige Anne-Bar et Saint-Pierre-Turcot, qui seront affectés par les travaux de l'échangeur Turcot qui devraient venir à échéance en 2020. Nous ne voulons pas, Madame la Présidente, nous retrouver dans la même situation que l'hiver dernier où l'administration a dû payer 2 millions en surplus pour l'exploitation d'un site d'élimination de la neige, ou comme en 2018, où nous avions dû utiliser le site de Solutia en urgence, bien que ce site était contaminé. Par ailleurs, M. Parenteau avait parlé d'une nouvelle technologie au niveau des GPS installés dans les camions qui transitent dans ces sites. Nouvelle technologie, qu'il disait, qui permettrait une meilleure fluidité de la gestion dans les chutes à neige. J'aimerais savoir, Madame la Présidente, quelle est cette nouvelle technologie et quand elle sera installée dans les camions. En conclusion, nous n'avons rien à dire sur le présent contrat, mais nous aimerions tout de même avoir des réponses à nos questions qui ont déjà été posées. En 2020, j'aimerais maintenant attirer l'attention sur les points en faisant des recherches sur la firme Sanexen, à qui on octroie un contrat de déneigement dans Pierrefonds-Roxborough. J'ai trouvé aucune expertise en déneigement. La Ville de Montréal fait affaire avec cette entreprise depuis au moins 2013 et avec à son actif, on leur a déjà accordé 94 contrats. Ces contrats concernaient des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable par chemisage, des travaux de réhabilitation de conduite d'aqueduc secondaire, de la décontamination de mercure au réacteur ultraviolet, etc., etc. Mais il n'y a aucune trace de déneigement dans ces contrats-là. Soyons clairs, je ne questionne aucunement, Madame la Présidente, les compétences ni l'expertise de Sanexen dans tous ces domaines. On veut juste s'assurer dans ce dossier, et j'aimerais aussi simplement souhaiter être assuré et rassurer les Montréalais quant aux services de déneigement qui seront rendus aux citoyens cet hiver par la firme Sanexen. Merci. Merci, M. Gay. La parole au chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je vais intervenir sur le 20.20 également, mais sur un autre volet. Plus tôt dans ce Conseil, M. Doré, en réponse à une question de M. Bass, avait répondu, je cite les mots approximatifs, « La sécurité des citoyens n'a pas de prix ». C'était en réponse avec la question voilà le terrain de baseball dans le sud-ouest. Il a également répondu à un autre point dans ce Conseil. Vision zéro, c'est plus qu'un slogan chez nous. Je pense que l'administration de Projet Montréal avait effectivement l'opportunité de démontrer et de confirmer ces deux affirmations avec le dossier du 2020, mais avec les autres dossiers concernant le déneigement. Comme nous le savons tous, au mois d'octobre dernier, notre formation avait présenté une motion afin d'exiger à ce que tous les appels d'offres de la Ville de Montréal avec des équipements lourds exigent des barres latérales. C'était quelque chose sur lequel nous voulions aller de l'avant. Nous avions demandé dans notre motion que ça aille de l'avant à partir du 1er janvier. Il y a eu un débat. Il y a une proposition d'amendement de l'administration où ils ne voulaient pas s'engager à une date fixe. Ils voulaient un peu plus de temps. On était prêts à s'engager, à respecter le délai qu'eux-mêmes, ils allaient leur imposer, mais ils n'ont pas voulu avoir une date fixe. La proposition qu'ils avaient soumise était à l'effet qu'ils voulaient quelque part à l'intérieur de 2019. C'était leur volonté.
je répète, la proposition d'amendement, c'était que la Ville de Montréal mette en place dès 2019 une stratégie d'approvisionnement à la suite d'une étude de marché pour que les appels d'offres incluent des clauses de sécurisation des véhicules lourds, dont des protections latérales. C'était un amendement qui était inacceptable à nos yeux parce qu'il y avait trop de conditionnels à cet égard-là. On a donc retiré notre motion. Immédiatement après qu'on a retiré notre motion, M. Parenteau, qui était le responsable notamment sur ces dossiers pour l'administration, a eu un point de presse où il a, et je vais citer quelques articles de journaux, où il s'était engagé au nom de l'administration d'aller de l'avant, justement, à inclure des barres latérales. Et il a dit, je cite, « Quand on dit 2019, ça sera très tôt. Ça pourrait même être dans le premier trimestre. » Fin de citation. Il a également été cité, mais la décision est déjà prise et ça va être très tôt en 2017, je pourrais même vous dire dans le premier trimestre. 2019, pardon, excusez-moi. Ça a été repris à plusieurs reprises. On a fait une vigie sur les différents appels d'offres qui ont été lancés depuis au mois de mai et juin, lorsqu'on avait les débats pour les prolongations de contrats existants de déneigement. J'avais soulevé cet enjeu-là. J'avais soulevé le fait, est-ce que la volonté d'aller de l'avant avec la prolongation des contrats existants, c'était pour éviter de devoir lancer des appels d'offres avec une telle exigence, comme s'était engagé l'administration. On sait également, en grande pompe, l'administration, lorsqu'ils ont présenté leur plan d'action de Vision Zéro, ils avaient inclus dans leur obligation, leur engagement plutôt, exigé, et je cite, dans les appels d'offres nécessitant l'utilisation de véhicules lourds, que les fournisseurs de la ville s'équipent de barres de protection latérale et de miroirs antiviseurs, entre guillemets, entre parenthèses plutôt 2019. On est devant où il y a énormément d'appels d'offres qui ont été lancés au mois de juin 2019. Donc, on est bien au-delà du printemps auquel s'était engagée l'administration. Il n'y a rien qui est inclus à cet égard-là dans le sommaire décisionnel. Et lorsqu'on a vérifié les documents d'appel d'offres, il y a eu effectivement un changement à cet égard-là. Quel est ce changement? C'est la section 22.4 qui dit « Dispositions de protection » advenant une modification législative obligeant l'ajout sur les véhicules lourds d'un dispositif de protection additionnel, en parenthèse, barre latérale, miroir ou autre, l'adjudicateur devra s'y conformer. On est devant une situation où l'administration s'est engagée formellement, publiquement, sans équivoque, qu'à partir du premier trimestre 2019, ou d'ici la fin du premier trimestre de 2019, que tout nouvel appel d'offres à véhicules lourds exigera des barres latérales pour des raisons que nous comprenons tous et que nous endossons tous. Nous l'avons fait sur l'équipement de la ville de Montréal et on voulait aller de l'avant à cet égard-là. Ce qu'on voit ici, avec ce changement dans les documents d'appel d'offres, c'est qu'il y a eu une réflexion là-dessus. Il y a eu un changement. Mais l'administration a décidé de ne pas respecter sa parole. Elle a décidé justement d'avoir un prix sur la sécurité des citoyens et elle a fait en sorte que Vision Zéro, c'est un slogan pour eux. C'est la seule façon qu'on peut expliquer la manque de volonté de la part de l'administration de ne pas aller de l'avant avec son engagement formel, de faire un changement qui n'est rien plus de quelque chose qui est cosmétique, qui, encore une fois, passe la balle à un autre niveau du gouvernement pour dire si vous allez nous l'exiger, on va l'exiger aux adjudicateurs, aux soumissionnaires, aux contractants de la ville de Montréal. Mais nous, on ne va pas prendre cette initiative. Alors je pense que Mme la mairesse, qui était dans la chambre du Conseil, qui avait affirmé absolument
avec conviction qu'elle voulait aller de l'avant, qui avait tout simplement demandé un peu plus de temps et qui a décidé par la suite, à travers son représentant, de s'engager formellement à la fin du premier trimestre, doit s'expliquer. Pourquoi est-ce que l'administration n'a pas respecté sa parole? Pourquoi est-ce qu'elle continue de mettre à risque les citoyens et citoyennes en n'exigeant pas des barres latérales avec tous les équipements lourds? Vous devez cela, non à moi, mais aux Montréalais et aux Montréalaises. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Parenteau, à vous. Monsieur de Souza, c'est sur quel point? Parfait. Allez-y. Bref, c'est difficile pour moi. Et puis je remercie mon collègue Lionel Pérez d'avoir soulevé cette question. Et quand je réfléchis sur cette question, je me questionne. Est-ce qu'il y a un manque de volonté? Parce qu'à ce moment-là, quand on avait discuté ce dossier, il semblait que tout le monde était sincère. Il semblait que tout le monde a dit oui, on va le faire. Oui, on avait l'intention de le faire. Donnez-nous juste le temps nécessaire. Et nous, on était dans le mois d'octobre. On a dit 6 mois, ça peut nous amener vers le mois de mars, mois d'avril. Donc, à ce moment-là, moi-même, je vais proposer une date limite. Je dis, regarde, peut-être ça peut être le 31 mars. Non, peut-être le 30 avril. J'étais même prêt d'aller au début du mois de mai. Et quand j'avais piloté cette résolution, à chaque fois, les gens disaient, non, 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 on va le faire, inquiétez-vous pas, on va le faire, on a toute l'intention. J'ai utilisé des mots qui sont peut-être sincères, peut-être les gens étaient sincères, peut-être il y a un manque de compétences, je ne sais pas. Mais je m'en souviens très bien que Mme Holman Price, qui a perdu sa fille, était dans les estrades. Et elle était démolie de l'entendre que le conseil municipal n'a pas voulu le faire. Elle était démolie. Et je m'en souviens, en réaction à sa réaction, moi je l'ai simplement dit, maybe they just don't care. And at that time, members of my colleagues on the other side, how dare you say that? What do you mean we don't care? What do you mean? We care. We will do it. And I said, well, show me the money. Get the results. Do it. If you care, do it. But words are not enough. Et je m'en souviens très bien qu'à ce moment-là, en bonne foi, on a dit, on va donner une chance aux coureurs. Et la mairesse est sincère, M. Parenteau est sincère, on va lui donner une chance de réaliser ça. Un mois plus tard, avec mon collègue Caldwell, quand il y avait la déposition de la Vision Zéro, on avait soulevé le même point, parce que dans le mois de novembre, il y avait encore, c'était marqué dedans. Ce que je suis surpris de le voir, on est dans le mois d'août. On est capable de faire des changements pour cet hiver qui s'en vient. On ne veut pas que les gens, on ne veut pas que les Montréalais et les Montréalaises perdent leur vie. Les citoyennes perdent leur vie par accident quand on peut prévenir ces genres d'accidents. Je souhaite ardemment que ce dossier doit être reconsidéré. Je ne veux pas retarder ou ne pas avoir les équipements pour l'hiver. Mais en même temps, je pense qu'il y avait eu amplement le temps pour que dans le cahier des charges, ça pourrait être inséré pour permettre les camionneurs qui avaient voulu, qui ont soumissionné, de s'équiper. On est tous conscients que nous, on a nous-mêmes, dans nos arrondissements et dans l'équipement public, qu'on avait déjà réalisé ça dans un délai très court. Vous vous souvenez très bien que dans les arrondissements, on a fait ça. Dans la ville centrale, avec les Maras, ils l'ont fait ça. Ils étaient supposés d'être pour 5 ans. Ils ont été capables de faire ça en un peu plus que 3 ans. Donc, on sait que c'est facile à le faire et on est capable de le faire, ça, et les compagnies à l'extérieur qui veulent soumissionner peuvent le faire. Je vais avoir un rendement de compte, parce qu'on est imputable. Je vais avoir un rendement de compte pour qu'au moins on peut donner des explications à Mme Holman-Smith. Au moins pour lui dire que, oui, on avait l'intention de le faire. La question de « j'espère que dans les réponses, on n'entendra pas des excuses.
On ne pourrait pas le faire, on n'avait pas la juridiction, on n'avait pas le cadre légal. Regarde, tout le monde a eu le temps nécessaire de le faire. J'espère que je n'entendrai pas des excuses. Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas voulu être prophète en disant « you don't care ». Mais si effectivement on sort des excuses du sac, essentiellement, je deviendrai à cette conclusion et la population à qui nous sommes redevables va avoir le sentiment qu'il était floué, va avoir le sentiment qu'il n'était pas, il deviendra cynique avec nos paroles comme élus. Donc j'espère que l'administration a une bonne réponse. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. de Souza. M. Parenteau, à vous la parole. Alors, merci, Mme la Présidente. En droit de réplique pour le 2018 et 2020. Alors, bienvenue pour cette nouvelle saison hivernale qui va commencer. Alors, là-dessus, pour répondre à vos questions, je vais les disséquer un petit peu au niveau des réponses. Quand le I don't care, j'ai fait partie de l'administration avec vous déjà. Puis vous aviez eu la question, vous n'aviez pas plus agi. Vous aviez des raisons aussi. Le I don't care, ça se joue de différentes façons. Premièrement. Deuxièmement, il faudrait... Non, mais c'est quand on parle, puis on compare, puis on joue un petit peu de façon odieuse à mettre le danger, que s'il arrivait quoi que ce soit, on blâme les individus. Je trouve ça odieux. Je trouve ça pratiquement un manque moral à certains égards, parce que je pourrais vous dire qu'il y a combien de cyclistes qui sont décédés dans les dernières années alors que vous votez contre le réseau express vélo? Hein? Êtes-vous responsable de ça? Ben non, je ne vous l'imputerai pas personnellement. Voyons donc. C'est la même chose. C'est que les barres latérales, on s'est engagés, on va les mettre en place, je vous le garantis. On travaille présentement avec les services pour assurer de les installer. Mais n'oubliez pas, puis on l'a déjà discuté d'avance, que c'est une infime partie des camions qui passent sur le réseau de Montréalais au niveau des périodes de déneigement. J'espère que vous allez sortir aussi fort pour demander au gouvernement fédéral pendant les élections à Transport Canada de mettre les barres latérales sur l'ensemble des camions. Allez-vous vous lever? Vous engagez-vous à ça? Alors, avant de faire la morale, commencez par vous lever. On va faire notre job. Inquiétez-vous pas, l'hiver va bien aller. Pour ce qui est de Senexen, ça se peut que l'entreprise elle ait acheté sous-traitant dans une autre expertise. Effectivement, c'est une entreprise avec qui on a fait affaire pendant plusieurs années au service de l'eau, alors que j'étais collègue avec Mme Rouleau. Et dernièrement, ils ont soumissionné, ils ont diversifié leur champ de compétences. Alors, c'est un appel d'offres conforme. Alors, on leur souhaite une belle saison. On va s'assurer qu'ils vont donner un bon service. Et pour l'ensemble des autres questions, je vais vous revenir là, avec différentes réponses sous peu. Alors, merci. Merci beaucoup, M. Parenteau. Donc, ces points, Monsieur le chef de l'opposition. On va inscrire la dissidence de Ensemble Montréal pour le 20.20, s'il vous plaît. Parfait. Alors, ces points sont adoptés avec les dissidences Ensemble Montréal et M. Rotran. Et ils sont adoptés. Oui, M. Rotran également. Dissidence 20.20. Monsieur le leader. Madame la Présidente, je vais réunir les systèmes 2021 à 2025 et en 2021, on accorde un contrat à 9304 91 79 Québec Inc. pour la gestion du lieu d'élimination de la neige Timmins. En 2022, on accorde un contrat de gré à gré à Médecins du Monde pour assurer, dans le cadre de la politique d'accès aux services municipaux sans peur, la mise en œuvre d'un service d'attestation d'identité et de référence par organisme tiers développé par le BINAM. En 2023, on accorde 2 contrats à 93 04 91 79 Québec Inc. pour la location de machinerie pour les lieux d'élimination de la neige. En 2024, on accorde un soutien financier de 205 000 à Fierté Montréal. Et en 2025, on accorde un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour des travaux de remplacement de lignes ou de branchements existants à proximité de la future intersection des avenues du Parc et Thérèse-Lavoie. Merci, Monsieur le leader. La parole à Monsieur Guay. Merci, Madame la Présidente. Je vais intervenir sur 2021 et 2023. Alors, j'aimerais intervenir tout particulièrement à 2023 sur la justification utilisée par les services pour expliquer les écarts entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation de la Ville dans le sommaire décisionnel qu'on retrouve aux pages 4 et 5. Et je cite, Madame la Présidente, « L'écart de moins 18 entre la plus basse soumission conforme et l'estimation s'explique par le fait que l'entreprise 9304-91-79 Québec a soumis un prix très compétitif. Il est d'ailleurs un nouveau joueur dans ce domaine d'expertise.
On trouve ça inquiétant de voir que les services ne se posent même pas de questions outre mesure quand ils obtiennent des soumissions si basses. La compétitivité du prix soumissionné ne devrait pas suffire à l'octroi d'un contrat, et ce, peu importe la nature du contrat. Ça pose en effet la question de la qualité des services rendus. D'autant plus que l'entreprise à laquelle on octroie un contrat en gestion des sites d'élimination de la neige de Timmins en particulier est un nouveau joueur dans ce domaine d'expertise. Est-ce que l'administration n'a-t-elle pas peur que le manque d'expérience de l'entreprise coûtera au final plus cher aux Montréalais? Pour ajouter, Madame la Présidente, à nos questionnements, nous pouvions lire aussi dans le sommaire décisionnel, et je cite encore, l'écart de 20 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission conforme s'explique aussi par le prix très compétitif soumis par l'entreprise. Encore une fois, le prix très compétitif ne devrait pas être la justification de l'octroi d'un contrat. Il est certain qu'à l'arrivée de nouveaux joueurs, et la preuve en est faite, que la concurrence s'exerce. Mais il reste que des questions doivent être répondues. Nous aimerions donc avoir une réponse afin de comprendre pourquoi il existe un tel écart entre le plus bas soumissionnaire et le deuxième plus bas soumissionnaire. Nous n'allons pas de l'avant avec ce contrat, mais notre formation aimerait que l'administration soit plus rigoureuse dans les justifications qu'elle apporte. Être plus rigoureux, Madame la Présidente, c'est aussi se montrer plus vigilant, car il en va de la qualité des services rendus aux Montréalais et, malheureusement, nous ne pouvons pas dire que depuis l'arrivée de Projet Montréal au pouvoir, les hivers aient été de tout repos. Et enfin, en 2023, j'aimerais maintenant prendre un peu de temps sur ce dossier qui comporte 19 contrats pour la location de machinerie pour la gestion des lieux d'élimination de la neige. Avant tout, le titre du dossier 2023 de l'ordre du jour indique l'octroi de 2 contrats. Or, on parle ici dans ce contrat-là, de ce dossier-là, on parle de 19 contrats pour un total de 3,8 millions, si on en croit du sommaire décisionnel. Et je voulais simplement éclaircir ce point. Enfin, à la lecture du dossier, on se rend compte que plusieurs points attirent notre attention. En premier lieu, bien qu'il y ait 15 soumissionnaires, il n'y en a qu'entre 2 et 6 soumissionnaires par lot, ce qui est un peu inquiétant, Madame la Présidente. Ce qui était également retenu notre attention, ce sont les écarts entre le deuxième plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire qui varie entre 9 % et 33 %. Bien que l'on ne parle pas de montants allant jusqu'au million de dollars, ce sont quand même des écarts importants. Nous n'avons aucune justification de la part des services sur ce sujet. Au final, ce sont 5 entrepreneurs qui ont remporté les 19 contrats et c'est très peu. La seule justification donnée par l'administration pour les 19 contrats se concentre sur les écarts entre le plus bas soumissionnaire et l'estimation de la Ville. Et encore, permettez-moi de vous la lire, Madame la Présidente. L'estimation est basée sur les taux horaires payés l'hiver dernier et indexés. Le résultat de l'appel d'offres est inférieur à 12 % à l'estimation des prix. Un lancement d'appel d'offres pour la location de machinerie plus tôt cette année explique probablement que les prix obtenus sont plus bas qu'attendus. En premier lieu, on ne comprend pas bien la dernière phrase, considérant que pour les 3 lots, les prix soumis sont entre 19 % et 26 % plus élevés que la dernière estimation de la Ville. Il y a donc là un véritable problème avec cette explication. Ensuite, nous n'avons aucune justification qui est donnée quant aux écarts importants entre le deuxième plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire. Pourrions-nous avoir des explications quant à ces écarts, et ce, pour chacun des lots? C'est une question de rigueur, Madame la Présidente, et de transparence. Nous allons aller de l'avant avec les contrats, car nous ne voulons pas remettre en cause le bon déroulement de la gestion des sites d'élimination de la neige cet hiver. Et dans tous les cas, je rappelle à cette administration qu'elle a jusqu'au 31 décembre prochain pour prouver aux Montréalais et aux Montréalaises qu'elle est à la hauteur de la gestion des sites d'élimination de la neige. Merci. Merci, M. Gay. La parole à M. Langevin. Je vais aller avec une intervention avec plus de chaleur. Le 2024,
accorder un soutien financier de 205 000 $ à Fierté Montréal pour la tenue des événements du Festival de Fierté Montréal 2019, approuver un projet de convention à cet effet, ainsi qu'un projet de protocole de soutien technique d'une valeur de 200 000 $. D'abord, on a gagné l'égalité juridique. Puis, on a eu l'égalité sociale. Maintenant, il faut viser l'inclusion et la véritable acceptation par la société, pas seulement la tolérance, a confié Laurent McEachin. Inclusion is Fierté Montréal's motto. Since 2007, Fierté Montréal, formerly named Celebrations of LGBTA Montreal, hosts the Sexual and Gender Diversity Parade in Montreal. L'organisme est né grâce au soutien de représentants et d'intervenants du milieu communautaire montréalais. Aujourd'hui, l'événement est le plus grand rassemblement de fierté du monde francophone. Avec près de 2,7 millions de visiteurs locaux et internationaux, près de 170 artistes et plus de 10 jours de célébration, en 2017, pour le 375e, nous avions même eu la première édition de Fierté Canada dans notre belle métropole. Hier, dimanche 18 août, le défilé marquait la fin de Fierté Montréal 2019 et nous montrait à quel point l'événement gagne en popularité chaque année. Il nous permet de voir la diversité sexuelle et de genre de Montréal. Il nous permet de voir l'importance qu'a la communauté, notre communauté montréalaise, LGBTQ+, sur la scène culturelle montréalaise et québécoise. In 2017 was the first edition of Pride Canada in Montreal, and it allowed us to see how beautiful our metropolis was. Parce que Fierté Montréal, c'est bien plus qu'un défilé. C'est des spectacles, des expositions, des films, des artistes, des revendications, des témoignages et un même combat, l'acceptation. In terms of inclusion, much remains to be done, but from August 8th to 18th, Montreal showed how proud it is, proud of its diversity, proud of its freedom, and proud of its communities. Montreal is an inclusive city, and once again in 2019, it showed it to the world. Montreal shouted loudly, Montreal danced loudly, Montreal chanted loudly, Montreal released her colors and floated the flags. Et vous savez quoi? Montréal est prêt à le faire chaque année et elle le fait tellement bien que cette année, Fierté Montréal a postulé pour que la ville de Montréal soit hôtesse du World Pride 2023, un événement d'envergure internationale et qui pourrait lancer Montréal au devant de la scène internationale et confirmer sa place comme ville inclusive et fière. Bonne chance Fierté Montréal et bonne chance Montréal. Merci. Merci beaucoup, M. Langevin. La parole à M. Parenteau. Monsieur le chef de l'opposition. Si c'est sur le 20.21 et le 20.23, c'est une question assez pointue. Donc, si M. Parenteau n'a pas la réponse aujourd'hui, j'ai aucun problème à ce qu'il me revienne en temps et lieu. Ça a été souligné par mon collègue M. Gay. Il y a un nouveau joueur, notamment sur la gestion des lieux d'élimination. Il y a également ce même joueur à soumissionner concernant la location de machinerie lourde, notamment des souffleuses. C'est une bonne chose. Il y a toujours des défis et des préoccupations comme a été soulevé. Ma question est assez pointue. J'ai fait une vérification auprès du registre des entreprises de cette firme-là. Et cette firme-là, elle a indiqué qu'elle a entre 1 et 5 employés à son actif. Alors, rien que dans les 2 contrats qu'on va octroyer aujourd'hui, on parle de presque 8 millions de dollars et 2 autres d'environ 1,1 million de dollars au total. On parle de presque 3 millions de dollars. Peut-être ça peut être fait. La location, ce n'est pas nécessairement très intensif d'un point de vue de main-d'œuvre. Je ne sais pas s'il y a d'autres contrats qui ont été octroyés, qui seront octroyés dans le futur, mais pour moi, c'est un petit drapeau. Je me demande si les services, ils ont fait une certaine vérification, une validation à cet écart-là, d'autant plus que lorsqu'on explore, lorsqu'on lit la lettre de l'AMF qui a été émise pour l'entreprise, c'est ni le principal directeur ou actionnaire, mais une autre personne à une autre adresse. Alors, si M. Parenteau peut prendre l'engagement de me revenir après avoir consulté les services, j'apprécierais. Merci. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. M. Parenteau. Merci, Mme. Le 2021 et le 2023.
Pour l'entreprise, je vais venir tout de suite aux commentaires de M. Perez. Je vais vous fournir une réponse écrite sans problème là, sur la question. Il faut savoir aussi que c'est beaucoup de surnuméraires pendant une saison. C'est des emplois saisonniers. Évidemment, pas beaucoup de déneigement au mois de juillet. Puis, on ne garde pas nécessairement la main-d'œuvre. Mais généralement, les entreprises, selon les contrats qu'ils vont, les appels d'offres qu'ils vont faire et les contrats qu'ils vont bénéficier, ils vont engager en conséquence. Alors, un employé qui travaille pour une compagnie, des fois, risque de travailler pour une autre parce que c'est comme ça. Alors, puis ça, c'est différent, peu importe l'entreprise. Pour M. Gay, pour la question, les différences, je vais parler au collègue de service pour peut-être rajouter un peu plus de détails, mais il y a tellement de petites choses qui peuvent rentrer. Qu'est-ce qui fait qu'un nouveau joueur? Mais il faut faire attention de dire qu'un nouveau joueur, nécessairement, sonne une cloche aussi ou ça, parce qu'on a un joueur l'année passée avec le bureau de l'inspecteur général qui, de mémoire, était en service depuis 56 ans dans le même arrondissement. Puis il y a eu des imbroglios, on l'a vu avec le rapport du BIG. Alors, je pense qu'il faut laisser la chance courante. On devrait se réjouir à court terme, du moins, de savoir qu'un nouveau joueur arrive et on va lui laisser la chance de faire ses preuves. C'est un soumissionnaire conforme, puis on lui souhaite bon succès pour l'hiver qui s'en vient. Merci. Merci, M. Parenteau. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, on poursuit de 2026 à 2030. Allons-y. À 2026, on accorde un contrat à CTMIR Excavation pour des travaux de voirie, d'égouts et d'électricité. En 2027, on autorise une dépense additionnelle de 398 000 $ dans le cadre du contrat de service professionnel accordé aux firmes Les Architectes FABG Inc., Tetra-Tech QB Inc. et Petropoulos Bomis et Associés Inc. En 2028, on conclut une entente cadre de service professionnel avec le groupe ABS pour la caractérisation des sols. En 2029, on approuve un projet d'entente subsidiaire numéro 2012-17 entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec. Et en 2030, on approuve un projet d'acte de donation et de licence par lequel la Ville de Montréal fait don à la Ville de Lethbridge de l'œuvre d'art public intitulée « Offrande migratoire ». Merci, M. le leader. M. de Souza, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Mon intervention, ça va être sur item 2029 et aussi 2030. Sur la question du 2030, je me réjouis de voir que cet dossier vienne sur l'ordre du jour du Conseil pour qu'on peut compléter quelque chose que nous, qui a été jumelé avec la Ville de Lethbridge depuis maintenant 52 ans, que à la célébration de 50e anniversaire de ce jumelage, en 75, les deux villes l'arrondissement de ville ont choisi de contribuer à une œuvre d'art. Donc ici, on a l'occasion d'approuver un projet d'acte et donation de licence d'une œuvre d'un sculpteur québécois, Marc Deloude, et qui a été installé et qui va être maintenant être bien perçu par tous les gens qui sont dans l'Ouest canadien. J'espère que, de la même façon que nous, on va être récipiendaire d'un œuvre d'art que Mme Tullier me garde avec des grands yeux qui s'appelle Coyote à Coyote. Ça va être installé chez nous à Saint-Laurent. Et puis juste, pour autant qu'on n'a pas eu d'identification de coyotes cette année, espérons cet automne, ça va être la première fois, mais ça va être des bronzes qui vont être faits par des coyotes réels. Donc, cet esprit d'échange, cette joie d'avoir deux communautés qui se reconnaissent et qui sont reflétées dans cette entente. Je profite aussi en 2029, Madame la Présidente, que dans ce dossier qui est pour la réparation du pont de boulevard Côte-Vertu, et de souligner qu'on a fait des efforts considérables pour s'assurer que dans chaque occasion que la Ville de Montréal et le ministère des Transports réalisent des travaux au-dessus des autoroutes, quand nous avons une chance de rendre ça plus acceptable, plus convivial pour le vélo. Donc, déjà, vous avez un projet qui a été réalisé et qui sont en voie de réalisation au Henri Bourassa et l'autoroute 40, où, dans la réflexion de cette traverse, nous avons travaillé étroitement avec la Ville centrale, avec la MTQ, pour élargir les trottoirs et avoir un partage de chaussées pour les piétons et des cyclistes pour qui peut rendre cette traverse plus sécuritaire, plus conviviale et qui permettra ça de s'être réalisé. Ici, on a un deuxième exemple
où on avait travaillé ensemble à Côte-Vertu, et puis je pense que le même phénomène va se réaliser. Donc, je pense qu'il faut tirer l'avantage que chaque occasion que nous en avons, et je lance cette idée à Mme Giguère, que chaque occasion que nous en avons, en travaillant avec les divers services, le MTQ, les services centraux, ça c'est des exemples où on peut favoriser le vélo. Je donne 2 exemples, Henri Bourassa et aussi Côte-Vertu. Il y a une panoplie d'autres exemples avec l'SRB, Sauvé Côte-Vertu, avec d'autres, Henri Bourassa, près du domaine. Je pense que les opportunités sont là. C'est à nous à être vigilants et puis profiter pour s'assurer que nos cyclistes peuvent passer d'un côté, un bord à l'autre en pleine sécurité. Donc, j'espère que non seulement ce projet va se réaliser à notre satisfaction, mais qu'il va aussi inspirer l'administration de tirer avantage de toutes les opportunités qui se présentent. Merci. Merci, M. de Souza. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous amène au point 2031 à 2035. En 2031, on approuve le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Hydro-Québec pour une période de 7 ans un terrain d'une superficie de 1791 mètres carrés au nord de la rue J.B. Martineau. En 2032, on approuve un projet de convention de prolongation de prêts de locaux par lequel la Ville loue à titre gratuit aux œuvres du Père Sablon des locaux au sous-sol et au premier étage de l'immeuble situé au 1301 rue Sherbrooke-Est. En 2033, on approuve un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la société, à la STM, rétroactivement, un terrain d'une superficie approximative de 20 000 m², connu sous le nom du 50-150 Louvain-Ouest. En 2034, on accorde un soutien financier de 785 000 $ à la Société du Parc Jean-Drapeau pour la réalisation de l'événement Les Week-ends du Monde. Et en 2035, on accorde un soutien financier de 219 000 $ à la FICHIM pour une période 2019-2021 pour son projet Le logement, clé pour une intégration réussie. Merci beaucoup, Monsieur le leader. La parole à Madame la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, sur 2 dossiers, tout premièrement, le 2031. Alors, 2 questions dans ce dossier. Lorsqu'on lit le sommaire décisionnel, la page 2 de 22, on y indique qu'un projet de construction de logements sociaux devait être amorcé en 2017 sur le terrain loué. Cependant, la direction de l'habitation, en concertation avec l'arrondissement de Saint-Léonard, ont conclu que le développement du site n'est plus souhaitable dû à d'importantes contraintes de développement. Et également, à la page 3 de 22, on indique que le dossier est présenté après la date du début de bail, car le locataire a tardé à prendre position dans ce dossier. En effet, on parle d'1 an et 5 mois plus tard. Alors, si c'est possible d'avoir des clarifications de l'administration sur ce dossier, ce serait apprécié. Également, sur le dossier 2033, dans le cadre de la construction d'importantes installations sur le site Legendre, qui est requise pour l'entretien de la flotte de nouveaux autobus, la STM a sollicité l'appui de l'arrondissement d'Antique-Cartierville pour utiliser le terrain vacant municipal situé au 50-150 rue Louvain-Ouest. Alors ici, exceptionnellement, pour la durée des travaux, les employés d'entretien de la STM pourront stationner temporairement leurs véhicules personnels sur le dit terrain. Alors, on peut lire dans les justifications du sommaire décisionnel que la Ville contribuera à l'atteinte des objectifs de la STM en reconstruisant le site Legendre, et ce, dans les pratiques de développement durable. Alors, question à l'administration, on se souviendra de notre motion qui avait été entérinée sur les stationnements qui appartenaient à la Ville, qu'ils soient transformés en stationnement éco-responsable selon les normes de la Creux Montréal. Alors, voici l'occasion, le type d'occasion que nous avions en tête de profiter des rénovations pour transformer des stationnements selon des normes éco-responsables. Alors, est-ce que dans ce cas-ci, une telle intégration sera possible? Alors, autre question à l'administration. Merci. Merci beaucoup, Madame la leader. Madame De Ross, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. En juillet dernier, s'est tenu au Parc Jean-Drapeau le Week-end du Monde. Le Week-end du Monde, c'est une immersion dans la diversité et la richesse de Montréal. C'est l'occasion d'en découvrir un peu plus sur la scène communautaire de notre belle métropole et d'être témoin de vivre ensemble à la montréalaise.
Si vous avez eu la chance d'y assister, vous avez sûrement dû faire de nouvelles découvertes culinaires, danser sur les rythmes endiablés du monde entier et célébrer la diversité. Cette année, nous avons plongé dans les cultures et traditions tunisiennes, salvadoriennes, mexicaines, péruviennes, créoles, indiennes, mauriciennes, jamaïcains, maghrébins, colombiens, cubains, chinois, martiniquaises, roumaines, portugaises, espagnoles ou encore grecques, mais surtout montréalaises. En tant que partie de la diversité, Ensemble Montréal tenait à souligner le succès de cette 15e édition des Week-ends du Monde, un événement incontournable de l'été montréalaise favorisant l'échange et le partage des cultures venues des 4 coins du monde. Les 12 festivals accueillent plus de 100 visiteurs chaque année. Alors, cette année, j'ai juste 2 petites questions. Cette année, on a donné 37 000 de moins de l'année passée. En 2018 aussi, on a eu 119 830 visiteurs. En 2019, on n'a eu que 82 823 visiteurs. Alors, est-ce que la baisse de la subvention égale le moins des spectateurs qui étaient là cette année? Ça m'intéresse beaucoup de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer la fréquence l'année prochaine. Et nous espérons que l'édition prochaine sera encore plus belle que celle-ci, avec encore plus d'activités pour toute la famille. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame de Ross. La parole à Madame Thuillier. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, en droit de réplique sur le 20.33. Alors, le 50-150 Louvain-Ouest, c'est un immense terrain qui appartient à la Ville de Montréal, qui est pour l'instant vacant. Et nous avons reçu la demande de la STM qui est en train d'agrandir un de ses centres pour accueillir une partie des 300 nouveaux autobus. Et vous savez que la STM travaille très fort avec ses employés pour qu'ils utilisent tous les modes de transport durables, donc transport collectif et actif. Ceci dit, beaucoup d'employés de la STM arrivent au travail ou partent du travail au moment où il n'y a pas de transport collectif, puisque ce sont eux qui font le transport collectif. Alors, dans les centres où démarrent des autobus, il y a nécessité d'avoir une portion de stationnement. Alors, évidemment, il n'y a absolument pas une place de stationnement pour chaque employé, mais la STM travaille très fort à faire en sorte que seuls les employés qui en ont absolument besoin puissent avoir une place. Et ce n'est pas 1 pour 1, c'est un ratio. Et plusieurs employés viennent aussi à pied et en vélo quand ils habitent à proximité. Donc, quand la STM nous a présenté ces travaux, pendant qu'ils font les travaux, il y a vraiment une grande partie du stationnement existant qui n'est plus accessible. Ils nous ont demandé de manière exceptionnelle de faire un terrain de stationnement temporaire dans le site vacant qui est vraiment à proximité. L'arrondissement a travaillé avec la Ville, avec la STM, pour faire en sorte que ce stationnement temporaire soit très temporaire et ne recrée pas des habitudes qu'on ne souhaite pas. Et c'est tout le travail qui a été fait. Et je peux vous dire que c'est une demande aussi très importante des résidents du secteur et de la communauté d'affaires du secteur aussi, parce qu'il y a déjà une très grande pression sur le stationnement dans le quartier. Et si on avait mis des centaines de voitures supplémentaires dans le quartier comme ça du jour au lendemain pendant les travaux, tout en refaisant la rue Saint-Laurent à certains endroits tout près, je peux vous dire que ça aurait créé des problèmes. Donc, de manière très responsable et de manière exceptionnelle, nous avons fait un terrain de stationnement temporaire. Pour le nouveau projet, donc qui est l'agrandissement de l'endroit existant pour accueillir les autobus hybrides, je souhaite profiter de ce moment pour répondre à la question. Donc oui, l'arrondissement a travaillé avec la STM le plus loin possible pour avoir le taux de verdissement, pour répondre le plus possible aux critères d'un aménagement responsable de stationnement. Alors, mes collègues Jérôme Normand et Adrien Parizeau qui ont travaillé sur ce dossier dans le cadre de leur mandat au CCU.
Et je peux vous dire que la commande n'était pas simple parce qu'on est vraiment dans un endroit où il y a des autobus qui entrent et sortent et un terrain de stationnement. Donc, on est vraiment allé très, très loin dans les demandes à la STM et nous sommes satisfaits de ce qui a été trouvé finalement comme accommodement et le projet qui est en train de se construire maintenant pour accueillir nos nouveaux autobus que nous attendons impatiemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Thuillier. La parole à M. Doré. Merci, Madame la Présidente. En droit de réplique sur 2031. Alors, ce sera court. En fait, Hydro-Québec avait besoin de faire différentes analyses parce que ça fait plusieurs fois qu'ils renouvellent le bail. Alors, ils avaient besoin de faire des analyses. Et puis, quant aux raisons pour lesquelles l'arrondissement de Saint-Léonard ne préfère plus avoir de logements sociaux sur la parcelle de terrain, ben, je l'invite à aller voir son collègue maire de Saint-Léonard pour avoir les détails, puisque c'est la décision qui nous a été donnée par Saint-Léonard. Merci. Merci, M. Doré. Mme Popianou. Merci, Madame la Présidente. Donc, je tenais à vous remercier à tous les conseillers qui ont pris la parole pour différents événements et festivals qui se tiennent à Montréal. On est très fiers que l'administration continue à soutenir les événements culturels, les événements ethnoculturels comme le Week-end du Monde, un événement qui est fort intéressant. Maintenant, pour répondre à votre question, Madame la conseillère Desros, il faut savoir que cette année, pour la première fois, le Week-end du Monde a eu lieu dans le nouvel espace aménagé, l'espace 67, qui assure des conditions de regroupement et de sécurité en même temps. Donc, le budget qui était auparavant alloué surtout à la sécurité a beaucoup diminué. En même temps, il y a eu des jumelages à des modifications à la programmation. Donc, les heures, à un moment donné, ont été réduites. Et ça nous a permis, par contre, de maintenir les 12 événements qui ont lieu sur le site. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Mais, bien sûr, que vous savez, le CPM a déposé à la Société du Parc Jean-Drapeau, donc un mémoire, donc des recommandations très claires qu'on est en train de poursuivre. Donc, on souhaite beaucoup que cet événement continue et dans des meilleures conditions. Merci. Merci, Mme Popianou. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous amène à regrouper les items 2036 à 2040. En 2036, on accorde un soutien financier de 187 000 $ à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. En 2037, on approuve un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde main levée pure et simple relativement à un immeuble situé au 912 à 932 rue Notre-Dame-Ouest. En 2038, on accorde un contrat de gré à gré à la Société d'habitation et de développement de Montréal pour orienter et encadrer le développement de la partie sud de l'îlot voyageurs. En 2039, on accorde un contrat à GSM Project Creation dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEM Mémoire. Et en 2040, on accorde un contrat à l'Anco Aménagement pour le réaménagement du terrain de balle ouest au parc Sir Wilfrid Laurier. Merci, M. le leader. Donc, ces points sont adoptés. Nous allons ensuite réunir les items 2041 à 2045 et en 2041, on accorde 2 contrats aux entreprises Canbec Construction et les entrepreneurs Bucaro pour des services de déneigement des chaussées des trottoirs. En 2042, on accorde un contrat à Bruno Électrique pour les travaux électriques d'installation de luminaires au DEL dans les passages inférieurs et tunnels. En 2043, on accorde un contrat à Schrader pour une période de 36 mois pour des luminaires DEL, encore une fois pour des passages inférieurs et tunnels. En 2044, on accorde 5 contrats aux firmes Entrepreneurs Bucaro, Pépinière Michel Tanguay, A&O Gendron, Groupe IMOG pour des services de déneigement des chaussées des trottoirs. Et en 2045, on accorde un contrat à 91 50 27 32 Québec Inc. pour des services de transport de la neige pour une durée de 4 ans. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Arsenault, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Étant donné que j'ai présidé cette séance de la Commission sur l'examen des contrats, je vais intervenir sur les points 20.42 à 45 inclusivement.
D'abord, pour 20.42, un contrat à Bruno Électrique, c'est-à-dire un contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, présentant un écart de plus de 20% entre l'estimation interne et la soumission de l'adjudicateur. Ce sont des travaux électriques d'installation de luminaires au DEL pour des passages inférieurs et tunnels dans le cadre du projet de conversion de l'éclairage de la rue. Nous avons constaté la conformité à l'unanimité. Les commissaires ont bien compris que l'estimation réalisée dans ce dossier était basée sur des travaux semblables réalisés dans le passé récent, mais sur une plus petite échelle. À l'évidence, un volume plus important de travaux et une approche agressive des fournisseurs ont donné des résultats plus intéressants. Il convient de souligner qu'il s'agit pour le service d'un contrat d'une ampleur inédite. Alors, nous considérons avoir reçu des réponses adéquates à nos questions dans ce dossier. Pour le 20.43, un contrat à Schrader Inc. de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, présentant un écart de prix de plus de 20% entre l'adjudicateur et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, ainsi qu'un écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicateur. C'est pour la fourniture de ces luminaires d'ailes pour les passages inférieurs et les tunnels. Encore une fois, nous avons constaté à l'unanimité la conformité dans ce dossier. Le service a expliqué notamment que le relevé de l'ensemble des tunnels sous responsabilité de la Ville remontait à 2011 et on y retrouve des modèles et des modes d'attache très diversifiés. Alors, pour répondre à la question des contingences de 20% que certains membres ont trouvé un peu élevées, l'utilisation des contingences pourrait donc être nécessaire pour procéder à des possibles changements imprévus. Nous avons bien compris aussi que l'écart entre l'estimation et le prix soumis par l'adjudicateur était attribuable à une surestimation par le service des prix unitaires. Par ailleurs, nous avons constaté que la stratégie commerciale agressive lui a permis de proposer des prix très compétitifs. Et enfin, nous avons jugé que l'utilisation d'un système de pondération à une enveloppe incluant le prix était tout à fait appropriée dans ce dossier. Pour le 20.44, plusieurs contrats pour les services de déneigement qui répondent à plusieurs critères de la Commission, c'est-à-dire des contrats de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions de dollars pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres, un contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions de dollars pour lequel l'adjudicateur en est à un troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent, et un contrat de 2 millions de dollars présentant un écart de plus de 20% entre l'estimation interne et la soumission de l'adjudicateur. C'est pour des services de déneigement des chaussées et des trottoirs pour des durées de 4 ans avec une option de prolongation d'1 année. Encore une fois, nous avons constaté à l'unanimité la conformité de ce dossier. Les représentants du service nous ont expliqué qu'il n'est pas étonnant de retrouver fréquemment les mêmes entreprises parmi les adjudicateurs de déneigement ou de transport de neige, le bassin des entreprises n'étant pas très grand. Les efforts de stimulation du marché au cours des dernières années ont été nombreux, mais n'ont pas connu les succès escomptés. Nous avons aussi bien compris qu'une entreprise pouvait obtenir plusieurs contrats de transport de neige ou de déneigement, mais ne pouvait en obtenir plus que le nombre de garanties de soumission déposées. On nous a aussi bien expliqué les distinctions entre les contrats de transport de neige et les contrats de déneigement clé en main, comme nous verrons dans les prochains dossiers. Alors, nous considérons avoir reçu des réponses adéquates à nos questions. Et finalement, le 20.45, un contrat au groupe TMD de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, encore, présentant un écart de plus
de 20% entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, ainsi qu'un écart de 20% entre l'estimation interne et la soumission de l'adjudicataire pour des services de transport de neige pour une durée de 4 ans. Encore une fois, nous avons constaté à l'unanimité la conformité et comme dans le dossier précédent, les représentants du service nous ont très clairement expliqué qu'il n'est pas étonnant de retrouver fréquemment les mêmes entreprises parmi les adjudicataires et les efforts de stimulation du marché étant nombreux au cours des dernières années n'ont pas toujours connu des succès escomptés en ce qui trait à l'ouverture du marché. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Arsenault. La parole à M. Guy. Merci, Madame la Présidente. Je vais intervenir sur le 2041, groupé avec le 2044 et par la suite au point 2045. Alors, lors du Conseil municipal en date du 20 août 2018, nous accordions 16 contrats de déneigement pour un total de 80 millions. Déjà, à ce moment-là, nous faisions part à cette administration de nos inquiétudes, notamment quand on fait que sur les 16 contrats, 9 n'avaient reçu qu'une seule soumission conforme en raison du nombre insuffisant de garanties de soumission. Aujourd'hui, c'est le même son de cloche. J'aimerais intervenir conjointement, donc sur les dossiers 2041 et 2044, puisque ce sont des contrats de déneigement faisant partie du même appel d'offres. Il y a eu pour ces deux dossiers-là 22 preneurs du cahier de charges. Or, pour chacun des contrats, il y avait entre 2 et 4 soumissionnaires. C'est très peu. En définitive, sur les 7 contrats de l'appel d'offres, 5 contrats aboutissent avec un unique soumissionnaire conforme. C'est du déjà vu. Fait d'autant plus étrange, puisque la conformité d'un soumissionnaire varie d'un contrat à l'autre. Prenons l'exemple concret de l'entreprise pépinière Michel Tanguay Incorporée. Nous pouvons voir dans le compte-rendu des soumissions et octrois à la page 16 du sommaire décisionnel du dossier 2044 que l'entreprise a soumissionné aux 5 contrats. Et sur les 5 contrats, elle a été jugée non conforme pour insuffisance de garantie de soumission pour 4 contrats seulement. Ce n'est pas la seule entreprise dans cette situation. L'entreprise groupe IMOG Inc. a soumissionné sur 3 contrats et a été jugée non conforme pour la même raison sur 2 contrats. Madame la Présidente, ma question est la suivante. Savez-vous pourquoi les fournisseurs sont si peu en capacité de fournir des garanties? Est-ce habituel dans le marché? En considérant les faits rapportés dans le rapport du BIG sur le déneigement et ses pratiques à Montréal, publié en 2015, à la page 43, et je cite, « Que ce soit dans le domaine des contrats de déneigement clés en main, de transport de neige ou de location d'équipement, les notions de protection du territoire et de respect mutuel dictent la façon dont plusieurs entrepreneurs soumissionnent sur les appels d'offres. Il nous semble plus qu'important d'avoir des explications de la part de l'administration qui sont manquantes dans le sommaire décisionnel sur ces points précis. Rappelons que nous parlons de 7 contrats de déneigement pour un total de 40 millions. Il est plus qu'impératif d'avoir des réponses claires. Nous allons de l'avant, Madame la Présidente, avec ces 7 contrats de déneigement, car nous ne voulons pas retarder et risquer de mettre en péril le début des opérations de déneigement. Par contre, encore une fois, nous rappelons à l'administration à nous apporter des réponses claires et si elle ne les a pas, nous lui conseillons de s'en prévaloir et de nous les faire parvenir. En 2045, Madame la Présidente, j'aimerais maintenant intervenir sur 2 points qui ont attiré notre attention dans ces dossiers. Tout d'abord, la considération de cette administration pour évaluer ce qui est un prix élevé ou non. Je m'explique. Les 4 contrats inclus dans cet appel d'offres ont été annulés. On peut lire à la page 9 du sommaire décisionnel, et je cite, « Les lots AHU-201-1923 et AHU 202-1923, RPP 202-1923 et RPP 203-1923 ont été annulés parce que les prix obtenus sont trop élevés. » Considérant qu'il y a pour ce contrat avec le groupe TMD un écart défavorable à la ville de 53 %, qu'est-ce que cette administration considère être des prix trop élevés? Le groupe TMD
par ailleurs, avait déposé une garantie suffisante pour les 4 autres contrats, tel que le montre le sommaire décisionnel, mais n'en a obtenu qu'un seul. D'ailleurs, pour le montant le plus cher qu'il proposait. Les autres propositions se situaient entre 2,2 et 3 millions, alors que le présent contrat était, lui, de 3,3 millions. Comment se fait-il, et j'aimerais comprendre la logique derrière ce choix? D'ailleurs, en parlant du groupe TMD, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, l'hiver dernier, on s'est posé plusieurs questions sur ce groupe. Plusieurs articles, comme preuve, sont sortis en mars et en mai de cette année pour dénoncer les mauvais services de déneigement de la compagnie dans notre arrondissement. TVA Nouvelles rapportait qu'en février 2019, l'arrondissement a reçu plus de 2000 plaintes et requêtes par rapport au déneigement, contrairement à environ une moyenne de 400. Madame Caroline Bourgeois, la mairesse, avait d'ailleurs dit, et je cite, « Nous prenons la situation très au sérieux. Nous leur avons déjà donné pour des dizaines de milliers de dollars en constat d'infraction. » Elle avait d'ailleurs évoqué qu'une rupture de contrat serait considérée. J'ai 2 questions à ce sujet pour l'administration. Où en est l'administration dans ce dossier? Bien que l'on ne parle pas d'un contrat de déménagement, dans ce cas-ci, mais de transport de la neige, il faut considérer les faits sérieusement. Ainsi, considérant le mauvais service rendu par l'entreprise, comment l'administration peut-elle s'assurer que les citoyens d'Annecy-Cartierville et de Rosemont-la-Petite-Patrie ne subissent pas les mêmes déboires que les citoyens de notre arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles? Encore une fois, Madame la Présidente, nous ne voulons pas remettre en question le début des opérations de déneigement dans les 2 arrondissements, mais nous espérons que l'administration restera vigilante dans ce dossier et nous ne voulons pas que les citoyens souffrent des services mal rendus, comme dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Merci. Merci beaucoup, M. Gay. La parole à M. le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est sur le 20.41. Donc, on a 2 autres contrats de déneigement. On a 2 autres appels d'offres qui n'ont pas inclus l'exigence d'avoir des barres latérales. J'ai bien écouté la réponse de mon collègue, M. Parenteau, lors du contrat précédent, et puis je peux vous dire qu'elle est aucunement satisfaisante. Ma question a été très simple, très claire, Madame la Présidente. Elle a été, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que l'administration n'a pas tenu sa parole? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas inclus dans les documents d'appel d'offres l'obligation d'avoir des barres latérales pour l'équipement lourd, pour ces camions-là? C'est quelque chose auquel Madame la mairesse a dit qu'elle voulait faire, c'est quelque chose que M. Parenteau s'est engagé personnellement au nom de l'administration lors du conseil de mois d'octobre dernier, immédiatement après, en point de presse. Et la réponse qu'il nous a donnée, c'était, il nous a attaqués. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi est-ce que vous allez appuyer concernant les demandes au fédéral? D'abord, je pense que notre bilan parle pour lui-même. Saint-Laurent en particulier a été précurseur. Ça fait des années qu'ils ont existé sur leur flotte. Donc pendant le mandat précédent, c'est nous qui avons instauré pour que tous les camions, notamment de la ville de Montréal, aient la barre latérale. Et puis nous avons, dans des motions dans le passé, appuyé cela. Vous-même, vous l'avez appuyé. Alors, je pense qu'au lieu d'attaquer, au lieu d'envoyer des flèches, est-ce qu'on peut avoir une réponse à la question? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que l'administration n'a pas inclus dans les documents d'appel d'offres cette obligation de barre latérale? On dit qu'il y a une volonté, on dit qu'on va travailler, on va continuer de travailler. C'est ce qu'on nous a dit l'année passée. C'est justement pour cette raison-là qu'on voulait avoir une date. On ne voulait pas une promesse vague, on ne voulait pas une question de bonne volonté, mais on voulait un engagement. Il y a eu un engagement après le Conseil, mais ce n'est pas encore fait. Alors, je réitère ma question à M. Parenteau. Est-ce qu'il peut nous donner l'heure juste? Quelles sont les raisons? Y en a-t-il? Pourquoi on ne les a pas inclus? Tout simplement, assumez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le chef de l'opposition. M. de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mon commentaire va être sur 20-42, sur les dossiers d'elle. 42 et 43,
Je pense qu'on réjouit qu'avec les octrois du contrat, mais je profite de cette occasion de juste porter attention à l'administration, que beaucoup de citoyens ont venu nous dire que, au sujet de la technologie d'elle, elle peut être agressive et plusieurs citoyens sont plaints de la puissance de la lumière à certains endroits. Nous voulons nous assurer que la Ville fera attention aux plaintes des citoyens, qui sera prête à revoir des installations ou certaines installations au cas où que le nombre de plaintes sera important. Je sais que c'est une nouvelle technologie, on va sauver l'argent, ça va être bénéfique pour l'environnement, mais en même temps, le service aux citoyens et la sécurité des citoyens demeure primordiale. Et je lance ça en bonne foi à l'administration. J'espère qu'il va tenir compte et puis rester ouvert de faire les changements au besoin si effectivement il y a des plaintes. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. de Souza. M. Cadwell. Droit de réplique sur le 2042-2043. Suite à l'intervention de M. de Souza. Comme vous le savez, on a eu moult débats là-dessus. On est passé d'un éclairage à 4000 Kelvin, pardon. 4000 Kelvin à 3000 Kelvin, excusez-moi, il est tard. Ceci dit, là, ce qui fait l'objet du sommaire ici, c'est pour les passages inférieurs où justement on prend la décision que ce soit du 4000 parce que l'éclairage est plus contrasté et c'est pour des raisons de sécurité pour la circulation du transport actif et pour la sécurité des personnes. Les lieux qui seront éclairés avec le contrat qu'on vote ici ce soir, c'est pour les passages inférieurs. Et là, la question de la clarté est primordiale, des contrastes accentués pour des questions de sécurité. Donc là-dessus, admettons-le, ça risque d'être moins confortable, mais ça sera plus sécuritaire pour les passages inférieurs. Merci, M. Cadwell. M. Parenteau? Merci, Mme la Présidente. En droit de réplique pour le 2041, 2044 et 2045. Alors, pour la question de groupe TMD, M. Guy n'est pas là. OK. Oui, il écoute, j'imagine. Oui. Il vous écoutera en web-diffusion. OK. Alors, oui, il y a eu des difficultés dans certains arrondissements. Il y en a eu d'autres arrondissements qui c'était plus facile. Alors, on le voit d'une année à l'autre, une entreprise peut être efficace dans un arrondissement avec la même entreprise, la même entreprise peut travailler dans un autre arrondissement et le service, parce que ce pas les mêmes équipes, évidemment, et souvent les superviseurs ne sont pas les mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on met des fois des points de redressement, des enjeux, qu'on va mettre les pénalités, et ça fonctionne. Et justement, l'administration est très rigoureuse à ce niveau-là, au niveau des pénalités qu'on donne aux entreprises qui ne le livrent pas, comme l'entente le disait, le service qui est requis puis souhaité pour les citoyens. Alors, là-dessus, la question, c'est que les contrats, on travaille, on les suit de près. Ah, bonjour, bon retour, M. Guy. Alors, les contrats sont suivis de près et on s'assure d'assurer un service exemplaire dans chacun des arrondissements et on peut toujours compter sur notre collaboration des services pour s'assurer de cela. Pour le 2041, encore pour la question de M. Pérez, les barres latérales, oui, il y a eu un engagement formel, il y a eu l'intention était là, on est toujours là, on va le faire. C'est d'où, vous voyez, le libellé dans les nouvelles appels d'offres, qu'on peut l'intégrer dans les contrats. Mais d'une part, si on allait, puis je me souviens, dans l'administration précédente, c'était la même chose. Souvent, on disait, si on rajoute des contraintes, on va avoir de la misère à avoir des soumissionnaires. Tantôt, M. Guy en parlait justement. Il disait, il n'y a pas beaucoup de soumissionnaires dans les appels d'offres. Le marché est saturé, le marché est très sollicité et c'est de la crainte. Mais pour nous, ce n'est pas une raison. Alors, la barre latérale doit être là, doit être installée. On va le faire, mais une action concertée serait beaucoup plus souhaitable pour avoir un meilleur impact sur le marché. Alors, on va y arriver, c'est notre façon de travailler, puis on va s'assurer d'avoir un meilleur service, mais surtout avoir une action concertée qui va répondre et sécuriser beaucoup plus largement que juste d'y aller de façon, comment je pourrais dire ça, ponctuelle. Merci, M. Parenteau. Ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, au chapitre 20, il reste 4 points. C'est les points 2046 à 2049 et nous allons les réunir. En 2046, on accorde un contrat à Vertica pour le lot 2 concernant la désinstallation du filet existant, la fourniture et l'installation d'un nouveau filet au-dessus de l'écosystème et de la forêt laurentienne du Viaudôme. En 2047, on accorde un contrat à Construction Gamarco
Pour des travaux de mise aux normes de l'Aréna Raymond-Bourque, en 2048, on accorde un contrat à KF Construction pour des travaux de mise aux normes des arénas Silvio et Georges Manta du centre Gadebois. Et en 2049, on approuve un projet d'acte par lequel Ivanhoe Cambridge, société de placement, ACE Limité 137578 Canada Inc., 137579 Canada Inc., 137581 Canada Inc., les placements commerciaux Roche, Jody Klein, Richard Klein, Lisa Klein, Joint Klein, Esther Siegler, Richard Diamond, Lionel Goldman, Chapinco International, Nicari International, Crestogest, le propriétaire vend la ville pour réserve foncière un bâtiment au 5010 rue Paris, à l'est de la rue Mountainside. Merci, M. le leader. La parole à M. Arsenault. Merci, Madame la Présidente. Je suis de retour pour les points 20.46 à 48 inclusivement. D'abord, le 20.46, un contrat à Vertica Inc. Pour la désinstallation du filet existant, la fourniture et l'installation d'un nouveau filet au-dessus de l'écosystème de la forêt laurentienne du Biodôme. D'abord, je vais dire que nous avons encore une fois constaté à l'unanimité la conformité de ce dossier. C'était un contrat particulier parce que ça ne répond pas aux critères habituels de la Commission, mais que le CE a jugé nécessaire de nous le soumettre. Nous avons bien compris que le service en était à une troisième sollicitation du marché, les prix reçus lors des deux premiers appels d'offres étant considérablement plus élevés que l'estimation. Nous considérons que le service a bien agi en réévaluant son approche afin de réduire le coût global du projet avant d'aller à nouveau en appel d'offres. Nous avons aussi bien compris que la fourniture et l'installation d'un nouveau filet au-dessus de l'écosystème de la forêt laurentienne du Biodôme ne sont pas des activités routinières. Nous avons noté que le seul soumissionnaire conforme a proposé un coût 4 fois plus élevé que l'estimation pour le filet et des prix tout aussi imposants pour l'enlèvement du filet existant et l'installation du nouveau filet. Même si le résultat du dernier appel d'offres présente encore un très grand écart entre l'estimation et la seule soumission reçue, la Commission considère que le processus d'appel d'offres dans ce dossier est conforme. Nous considérons que le service a posé tous les gestes nécessaires et pertinents dans sa démarche de sollicitation du marché. Et enfin, nous avons été rassurés d'apprendre par le service que le bureau de l'inspectrice générale s'était intéressé à l'évolution de ce dossier depuis l'annulation du deuxième appel d'offres. Pour le 20.47, un contrat à construction Gamarco de plus de 10 millions de dollars de mise aux normes de l'aréna Raymond-Bourque dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Encore une fois, nous avons constaté à l'unanimité la conformité. Nous avons bien compris que l'adjudicateur travaillera sur les deux glaces de l'aréna en même temps, l'arrondissement souhaitant que les travaux soient réalisés dans une seule et même phase. Nous avons aussi compris que la portée des travaux peut varier d'un projet d'aréna à un autre en raison des caractéristiques de chaque bâtiment. Pour la Commission, il est évident que le service a développé au fil des ans une expertise considérable qui lui permet d'estimer avec précision, dans la plupart des cas, le coût des travaux. Enfin, nous avons bien compris que la mise en place de systèmes de réfrigération à l'ammoniac continue d'être l'option privilégiée par le service pour les arénas, compte tenu de leur efficacité et de la présence de plusieurs fournisseurs sur le marché. Et finalement, le 20.48, un contrat à KF Construction de plus de 10 millions de dollars pour des travaux de mise aux normes des arénas Silvio et Georges Manta du centre Gadebois de l'arrondissement le Sud-Ouest. Encore une fois, nous avons constaté à l'unanimité la conformité de ce dossier. Nous avons bien compris que dans ce dossier, les travaux de mise aux normes se dérouleront une glace à la fois, selon le souhait exprimé par l'arrondissement. L'adjudicateur devra donc s'assurer du maintien en tout temps des services dans les secteurs en opération. Le service nous a aussi expliqué que les travaux prévoyaient également la mise aux normes des accès pour les éventuels spectateurs à mobilité réduite. Le service
a aussi expliqué que dans le réseau de la ville entière, certains arénas offraient également l'accessibilité universelle aux athlètes handicapés, notamment pour la pratique du hockey-luge. Nous avons enfin posé des questions sur l'écart de quelques 16% entre la soumission de l'adjudicateur et l'estimation, et le service nous a expliqué qu'une certaine surchauffe dans le marché de la construction et certains coûts sous-estimés ont contribué à ce résultat. Nous considérons avoir reçu des réponses adéquates et rassurantes dans ce dossier. Merci. Merci, M. Arsenault. La parole à Mme la leader de l'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sur les dossiers 2047 et 2048, donc les travaux de remise aux normes des 3 arénas que mon collègue Limoges a mentionnés. Alors, question à l'administration sur les 34 arénas que compte la Ville de Montréal. Combien sont accessibles universellement? Et on ne parle pas seulement de l'accessibilité universelle de base qui permet l'accès aux bâtiments, mais également l'accessibilité universelle qui permet la participation et l'inclusion. Alors, première question. Et deuxième question, si l'administration a l'intention d'implanter l'ensemble des mesures nécessaires pour garantir l'accessibilité universelle, encore une fois, pas seulement celle de base, dans l'ensemble des arénas qui sont présentement en cours de rénovation. On comprend qu'il y a présentement 14 projets en cours de réalisation. Merci. Merci, Mme Boivin-Roy. Monsieur de Souza. Merci, Madame la Présidente. Mon intervention était sur item 2047. C'est au sujet de l'aréna Raymond-Bourque. Et puis, je profite de cette occasion pour dire merci à l'administration, M. Parizeau, Mme Goulet et M. Doré, parce qu'ici, il y avait une question. Si ces travaux aura la chance d'avancer, on a été sur le seuil d'octroyer le contrat et à un moment donné, on a eu des échos que peut-être il n'y avait pas eu un intérêt d'avancer avec ce projet-là. Je pense que le fait que ça paraît sur l'ordre du jour, on octroie le contrat, je dis merci. Parce qu'entre autres, on avait travaillé sur ce dossier pour 2 ans avec les services centraux. On avait travaillé étroitement pour s'assurer qu'on peut maximiser des subventions, dont le montant de 7,5 millions de dollars qu'on risquait de perdre de ça. On avait sensibilisé tous les groupes de ringuettes, de hockey, de patinage artistique pour qu'ils peuvent louer d'espace ailleurs et il y a plusieurs d'entre eux avaient déjà fait des engagements. On avait avancé des fonds de l'arrondissement pour les permettre de prendre ces décisions et il y avait toute une planification de communication qu'on a réalisée pour être capable de s'assurer que pendant qu'on passe dans cette période difficile, pendant l'aréna va être rénovée, qu'on peut faciliter les tâches des groupes sportifs et les enfants qui fréquentent cette aréna. Donc, vous pouvez bien imaginer que si jamais ce projet a tombé à l'eau, ça aurait dû créer toute une mini-crisette que j'aurais voulu éviter. Et je reconnais des efforts qui sont déployés par M. Lamontagne et puis les membres de l'administration, mais aussi par les élus qui agissent. Deuxièmement, je profite de cette occasion de juste voir, de prendre le bilan de ce dossier-là. Je m'en souviens, puis j'étais sur le conseil quand on avait débuté cet exercice, de faire les transformations de nos arénas, entre autres pour un des protocoles environnementaux qui a eu la plus grande réussite au niveau mondial. Ça, c'est le protocole de Montréal, qui a été adopté ici à Montréal dans les fins des années 80, où tous les pays ont accepté de bannir les fréons et ces genres de gaz de réfrigérants qui pourraient endommager la couche ozone. C'était un des protocoles qui a très bien réussi. Mais je m'en souviens qu'en vers 2010, on a découvert que oui, il y a besoin de faire la conversion nous-mêmes dans nos arénas propres. Et à l'époque, l'enjeu, le travail était très intimidant. On a 34 lieux, 40 glaces, et vous pouvez imaginer que non seulement d'être capable de refaire ça et remplacer le réfrigérant, on a voulu éviter, pas juste faire ça, mais faire d'autres choses aussi, de mettre en place des mesures d'efficacité énergétique,
de rendre le plus possible accessible sur une base universelle, de voir par quels moyens on peut avoir l'accréditation lead argent, chercher le financement des autres paliers gouvernementaux de le faire. Quand je vois le bilan et puis je vois qu'à la fin de cet exercice en chantier, en conception, il nous reste 5 à faire avec cette glace et puis il reste en démarrant juste l'Arena Garon à Montréal-Nord qui reste à faire pour compléter le tout. Et 2020 est à nos portes. Ça juste nous faire réaliser comment c'est important qu'une administration à l'autre. Donc, ça a commencé dans l'administration Tremblay. Il y avait eu les maires intérims Applebaum, mais aussi a continué ça. Le maire Coder a continué ça. Maintenant, la mairesse Plante aussi. Et s'assure la continuité. Et en faisant ça, Montréal, comme ville, non seulement adhère à ou va adhérer dès que la dernière va être faite, mais aussi on adhère à ce protocole et comme ville, on est exemplaire. Donc, je pense qu'il faut juste souligner les efforts de plusieurs administrations, plusieurs porteurs de dossiers et des gens qui travaillent dans nos services des bâtiments qui ont aussi déployé un effort considérable pour qu'on puisse se rendre à cette étape-là. Je pense qu'il y a quelque chose pour lequel on devrait être assez fiers quand la dernière va être complétée. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur de Souza. Donc, l'heure qui avance, je vous souhaite une bonne nuit. Et, Monsieur Mieli. Question qui demeure. Le point a été suspendu quant à l'item 2048. Et dans les échanges que nous avions eus, il y avait refus à ma demande d'avoir un comité plénier. Là, je comprends, il est 22 heures, on s'en va tous se coucher. Et c'est silence radio du côté de l'administration, à savoir s'il y a quelconque forme d'ouverture pour être transparent. Donc, Madame la Présidente, est-ce que je dois comprendre l'item est retiré pour de bon? Bien, pour moi, c'était clair que le vote n'avait pas passé, Monsieur. Oui, Monsieur Doré? Je vais donner la parole à Monsieur Doré. Monsieur Doré, allez-y. Je pense que, premièrement, Madame la Présidente, sur la demande qui a été faite d'avoir une plénière, notre leader a pleinement, de façon très, très claire, dit qu'il n'en était pas question, que c'était non. Et pour revenir sur le fait que, est-ce que parce qu'on sera demain, c'est caduc, puis on tombe après le 19, là, on ne sera plus le 19, on va être le 20, et ça me fait plaisir de déposer demain, lors de l'appel du point, la lettre de prolongation qui a été faite en bonne et due forme et qui, malheureusement, n'avait pas, pour des raisons techniques, été inscrite au dossier. Mais nous avons ça en bonne et due forme, donc une date de prolongation jusqu'au 30 août, et la lettre est datée de juillet, je pense. Donc, c'est une erreur technique qui fait en sorte qu'elle n'a pas été jointe au dossier. Donc, nous avons ce document. Monsieur Mieli, juste 2 secondes. En effet, Monsieur le greffier me mentionne qu'il n'y a pas eu de vote sur le plénier et que demain, on va devoir s'exprimer à ce sujet-là. Et donc, demain, lorsque Monsieur Doré déposera les documents, il y aura un vote à ce moment-là. Rapidement, Monsieur Parenteau. Alors, on avait proposé, le leader avait proposé une séance d'information. Est-ce que vous adhérez à cette séance d'information? Est-ce qu'il y aura du monde? On voulait juste s'assurer, parce qu'on n'avait pas eu de retour formel. Mais on l'a préparé, là. Elle était prête, en fait. Là. Alors, c'est bon pour ça? À 8h30, c'est ça, vous allez recevoir la convocation. Alors, la parole à Mme Boivin-Roy. Merci beaucoup. Alors, le retour c'est pas parce que vous êtes debout que le micro va s'allumer tout seul. Il faut juste assurer qu'on puisse être synchronisé là-dessus. Le retour a été fait en bonne et due forme à mon collègue Limoges. Alors, le message devait être fait à M. Parenteau d'une part, et d'autre part, ce serait bien d'avoir une convocation en bonne et due forme par courriel. Ça n'a aucun sens. Voyons donc. À 10 h du soir, vous allez nous convoquer. À demain matin.